À la fête de famille, ma sœur a dit, certains essaient trop d'exister. Tout le monde s'est tourné vers moi. Le silence est devenu assourdissant. Je n'ai rien dit. Je me suis levée, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai appuyé sur un bouton. 5 minutes plus tard, son visage est devenu blême. Mon père, assis à côté de moi, a chuchoté, « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai souri, et ma réponse a laissé tout le monde sans voix. Ce que j'avais déclenché ce soir-là, dans la chaleur de notre maison familiale, ce n'était pas seulement une dispute. C'était une bombe à retardement. Une bombe qui allait faire exploser des décennies de secrets, de jalousie, de mensonges pathétiques, et qui allait révéler une fraude financière menaçant de tous nous détruire. Une fraude de plusieurs millions d'euros. Et tout, absolument tout, a commencé par cette simple petite phrase. Je m'appelle Augustin Hamelin. J'ai 32 ans. Le dîner de ce dimanche soir se tenait dans la maison de mes parents. Une magnifique demeure en pierre dorée sur les hauteurs des Monts d'Or, ces collines luxueuses qui surplombent Lyon. Les baies vitrées offraient une vue imprenable sur la ville qui scintillait en contrebas. C'était une maison conçue pour impressionner, pour montrer la réussite. Une maison où j'avais grandi en me sentant totalement invisible. Comme d'habitude, ma sœur Clotilde, 36 ans, était le centre de l'attention. Elle rayonnait. Elle était le soleil autour duquel nous tournions tous. Mon père, Martial, un avocat d'affaires respecté à Lyon, un homme dont l'approbation m'avait toujours manqué, levait son verre de Saint-Véran. Nous trinquons à Clotilde, sa voix résonnait dans la salle à manger. Elle fait la couverture du magazine Esprit Bien-être, ce mois-ci. Ma mère, Sylviane, battait des mains, les yeux brillants d'une fierté presque dévorante. Oh, ma chérie, tu es absolument magnifique sur cette photo. Si naturelle, si inspirante. Tu apportes tellement de lumière aux gens. Clotilde a fait un signe de tête modeste, un art qu'elle maîtrisait à la perfection. Son sourire était calibré. Merci, maman. Ce n'est rien, vraiment. J'essaie juste de partager ma lumière, d'aider les gens à trouver leur propre éveil. Ma sœur est une gourou du bien-être. C'est son métier. Son compte Instagram, l'éveil de Clotilde, compte un demi-million de followers. Elle vend des retraites de méditation dans le Luberon à 3 000 € le week-end, des pierres de guérison venues de Bali, et des promesses de transformation intérieure. Elle est belle, elle est charismatique, et elle est fausse. Moi? Mon monde est moins lumineux. Je dirige une start-up d'intelligence artificielle, Jurisaï. Nous développons un logiciel qui analyse des milliers de pages de contrats juridiques en quelques secondes pour y déceler des risques, des incohérences, des fraudes. C'est un travail aride, complexe, mais vital. C'est un travail qui rapporte beaucoup d'argent, mais qui n'impressionne personne à cette table. J'ai attendu une pause dans les éloges, le bruit des fourchettes reprenant sur les assiettes. C'est formidable, Clotilde. Vraiment. Ma voix était neutre. De mon côté, juste pour vous tenir au courant, Jurisaï vient de signer un contrat majeur avec un des plus grands cabinets d'avocats de Paris. C'est une percée majeure pour nous. Le silence est tombé. Un silence gêné. Mon père a hoché la tête, l'air distrait, déjà en train de se resservir du vin. Bien, bien, Augustin. C'est bien. Ma mère m'a gratifié d'un sourire poli, un sourire qu'elle réservait aux invités qu'elle n'aimait pas. C'est là que Clotilde a ri. Un petit rire cristallin, léger comme une bulle de champagne. Mais pour moi, ce rire a écorché le silence. C'était un rire que j'entendais depuis 20 ans. Un rire qui voulait dire, tu n'es pas intéressant. C'est bien, petit frère, dit-elle en me regardant par-dessus son verre de vin blanc, ses yeux bleus pétillants de malice. Certains essaient trop d'exister. Ma mère, Sylviane, a gloussé. Elle a trouvé ça charmant. Une petite pique affectueuse. Mais ce n'en était pas une. C'était une exécution. Chaque personne à cette table m'étante, mes oncles, et même mon beau-frère Bastien, le mari de Clotilde s'est tourné vers moi. Le geek. Le millionnaire en devenir que personne ne comprenait. L'homme de 32 ans qui, à leurs yeux, jouait encore à l'ordinateur pendant que sa sœur inspirait le monde. Mes oreilles brûlaient.
Le goût du gigot d'agneau est devenu amer dans ma bouche. Toutes ces années d'humiliation, de regards condescendants, de succès ignorés, tout a refait surface en une seconde. La rage m'est montée à la gorge, froide et pure. Je n'ai rien dit. Lentement, j'ai posé ma serviette à côté de mon assiette. J'ai sorti mon téléphone. Les conversations reprenaient doucement. J'ai déverrouillé l'écran. J'ai ouvert une application interne, un outil que mon équipe et moi utilisons. Nom de code, Veritas. Veritas est mon chef-d'œuvre. Une IA capable de scanner des milliards de points de données pour trouver des schémas, des incohérences, des mensonges. Nous l'utilisons pour vérifier l'authenticité des documents d'entreprise. J'ai tapé le nom du profil de Clotilde. L'éveil de Clotilde. J'ai cliqué sur « Lancer l'analyse approfondie ». Est-ce que j'avais l'intention de la détruire? Non. Pas vraiment. Ou peut-être qu'une partie de moi, enfouie très profondément, le voulait. J'étais fatiguée. J'étais tellement fatiguée de me battre pour un peu d'air dans ma propre famille. Je voulais juste qu'elle se taise. Je voulais lui montrer ce que mon jouet pouvait faire. J'ai reposé mon téléphone. J'ai repris mon couteau et ma fourchette. J'ai fait semblant de manger. Les 5 minutes qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. Mon oncle parlait de sa nouvelle voiture. Ma mère parlait de la tarte aux pralines qu'elle allait servir. Et puis, ça a commencé. Le téléphone de Clotilde, posé sur la table à côté de son assiette. BZZZ. Une vibration. Elle l'a ignoré. BZZZ, BZZZ. 2 autres. BZZZ, 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 BZZZ. Un bourdonnement furieux. Ininterrompu. Agacée, elle a levé les yeux au ciel, comme si elle était incroyablement demandée. Oh, excusez-moi, c'est sûrement un de mes sponsors. Elle a baissé les yeux vers son écran. Son sourire s'est figé. Elle a cligné des yeux. J'ai vu la couleur quitter son visage. D'abord ses joues, puis son front. Comme si on vidait un verre d'eau. Son visage est devenu blême. Avant que je vous raconte la suite, avant de vous décrire le chaos qui s'est ensuivi, ce qui s'est passé quand elle s'est levée de table comme si elle avait vu un fantôme, j'aimerais savoir qui m'écoute. Dites-moi d'où vous m'écoutez. De quelle ville, de quel pays? Est-ce que vous êtes à Lyon, comme moi, à Paris, à Marseille, ou peut-être au Québec, en Belgique, en Suisse? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Laissez-moi un commentaire. J'aime savoir qui est là. Je lis tout. Et si cette situation vous semble familière, si vous aussi vous avez déjà été l'autre, celui qu'on ne comprend pas, l'introverti dans une famille d'extravertis, abonnez-vous. Parce que les drames familiaux comme celui-ci, le sentiment d'être sous-estimé, on a besoin de se sentir moins seul pour les affronter. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, pour comprendre la dynamique de cette table, vous devez comprendre comment nous avons grandi. Clotilde, avec ses 36 ans, a toujours été la princesse. De 4 ans mon aînée, elle était blonde, sociable, solaire. Elle était le chef-d'œuvre de ma mère Sylviane. Maman, dont la seule ambition dans la vie avait été de faire un bon mariage et de tenir une bonne maison, voyait en Clotilde la continuation de son propre succès social. Chaque robe, chaque leçon de piano, chaque fête d'anniversaire était une performance. Je me souviens de son 16e anniversaire. Mes parents avaient loué une péniche sur la Saône. Il y avait un groupe de jazz. J'avais 12 ans et je m'étais cachée près de la salle des machines tout le temps. Et puis, il y avait moi. Augustin. Le garçon silencieux dans sa chambre, fasciné par les circuits imprimés, les lignes de code. Mon père, Martial, est un avocat de la vieille école. Un homme bâti sur la rhétorique, le prestige, les apparences. Pour lui, le succès se mesurait en plaidoirie gagnante, aux poignées de main ferme dans les clubs privés de Lyon. Mes ordinateurs étaient, au mieux, une distraction. Au pire, un échec. Des jouets, disait-il avec un dédain qui me glaçait le sang. Tu ne gagneras jamais ta vie avec ces jouets. Regarde ta sœur, elle sait comment parler aux gens. Les gens. C'était toujours ça, le problème. Je ne savais pas leur parler.
Je ne comprenais pas leur code, leur sourire en coin, leur non-dit. Mais les machines, elles étaient logiques. Elles étaient honnêtes. Un code fonctionnait, ou il ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas d'hypocrisie. Elles me comprenaient. Je me souviens d'un jour en particulier. Un jour qui a tout défini. J'avais 10 ans. J'avais passé des mois enfermés, non pas à jouer, mais à apprendre à coder en secret sur le vieil ordinateur familial. J'avais remporté le premier prix d'un concours régional de programmation pour jeunes. J'avais créé un petit jeu de stratégie complexe. J'étais si fière. Je suis rentrée à la maison avec mon trophée, un petit truc en plastique moche, mais qui représentait des heures de travail acharné. C'était le même jour. Le même maudit jour. Clotilde, 14 ans, avait été élue reine de la fête de son lycée. Ce soir-là, mes parents ont organisé une grande fête pour elle. Pas une petite réunion. Une réception. Des dizaines d'invités, du champagne, pour les adultes, des rires qui fusaient de partout. Clotilde, dans une robe bleue qui faisait ressortir ses yeux, était le centre du monde. Mon trophée? Je l'ai montré à mon père. Il était en pleine conversation avec un autre avocat. Il m'a tapoté la tête, sans même me regarder. Ah, c'est bien, mon fils. Très bien. Puis il est retourné trinquer à la santé de la reine. J'ai montré le trophée à ma mère. Elle l'a pris, l'a regardé. Oh, c'est joli. Pose-le sur la cheminée, chérie, mais pas devant les photos de ta sœur. Je n'ai rien dit. Ce soir-là, je me suis renfermée dans ma chambre. J'ai entendu les rires et la musique jusqu'à 2 heures du matin. J'ai ouvert l'ordinateur familial. Et j'ai écrit un petit programme. Un virus. Simple, mais élégant. Il n'effaçait rien. Il corrompait juste le secteur de démarrage. Le lendemain, l'ordinateur ne démarrait plus. Écran noir. Mon père était furieux. Il en avait besoin pour son travail. Qui a touché à ça? Augustin. Il m'a regardé, suspicieux. Je l'ai regardé droit dans les yeux, mon cœur battant à tout rompre, et j'ai haussé les épaules. Je ne sais pas, papa. Il doit être cassé. Il ne pouvait rien prouver. C'était la première fois que je réalisais mon pouvoir. Je n'étais peut-être pas charmant. Je n'étais peut-être pas populaire. Mais j'étais intelligent. Et mon intelligence pouvait être une arme. Une leçon dangereuse pour un enfant de 10 ans. Une leçon que j'étais sur le point de réappliquer, 22 ans plus tard. Les années ont passé, et le fossé s'est creusé. C'est devenu un canyon. Je suis entrée à l'école polytechnique. Un choc pour ma famille. C'était prestigieux, bien sûr, ils pouvaient s'en vanter lors des dîners. Notre fils est à Polytechnique. Mais c'était tellement technique. Tellement geek. J'ai plongé dans l'informatique, l'intelligence artificielle, les réseaux neuronaux. J'ai trouvé ma tribu. Des gens qui, comme moi, préféraient la beauté d'un algorithme parfait à une conversation vide de sens. Je vivais pour ça. Clotilde, elle, a suivi un chemin plus approprié. École de commerce spécialisée en communication et événementiel. Elle a rencontré Bastien lors d'un gala de charité. Beau, riche, gestionnaire de fonds d'investissement. Le gendre parfait. Leur mariage a été l'événement social de l'année à Lyon. J'en ai encore des frissons. C'était au château de Bagnoles. Il y avait 300 invités. J'étais le témoin, mal à l'aise dans un costume à 2000 €, récitant un discours que ma mère m'avait aidé à écrire pour qu'il soit spirituel. J'ai vu Bastien regarder ma sœur ce jour-là. Il ne regardait pas une personne. Il regardait une image. Un atout. Pendant que je luttais pour lancer ma première start-up, qui a échoué lamentablement après 18 mois, puis ma deuxième, qui s'est écrasée encore plus vite, Clotilde est devenue l'éveil de Clotilde. Sa carrière était basée sur une esthétique parfaite, des photos d'elle en train de méditer au lever du soleil au Maroc, des citations inspirantes sur des polices élégantes, des collaborations avec des marques de thé détox et de leggings de yoga hors de prix. Son influence grandissait. Ma 3e tentative fut la bonne. Jury saillie.
Cette fois, j'avais un but. J'ai travaillé 100 heures par semaine pendant 3 ans. J'ai réhypothéqué mon appartement. J'ai mangé des pâtes au beurre pendant des mois. J'ai tout sacrifié. Et ça a marché. Notre IA a commencé à attirer l'attention. Nous aidions les entreprises à éviter des millions d'euros de pertes en détectant des clauses abusives que les avocats humains manquaient. Puis, il y a eu cet incident. Il y a 3 mois. L'incident qui a vraiment mis le feu aux poudres. J'étais sur le point de rencontrer un investisseur majeur. Un business angel qui pouvait faire passer Jury Saïd d'une start-up lyonnaise à un acteur national. C'était crucial. La veille de la rencontre, cet investisseur avait dîné chez mes parents. C'était un ami de Bastien. Et, selon mon père, l'homme avait été très impressionné par ma technologie. Mon père m'en avait parlé au téléphone, et pour la première fois de ma vie, j'avais entendu de la fierté dans sa voix. Il pense que tu tiens quelque chose de gros, Augustin. Vraiment gros. J'étais sur un nuage. Clotilde était présente à ce dîner. Le lendemain matin, elle m'a appelé, sa voix mielleuse. Petit frère, j'ai entendu que tu rencontrais cet investisseur. C'est merveilleux. Figure-toi que je connais très bien sa femme, on fait du yoga ensemble. Laisse-moi t'aider à arranger les détails, à mettre un peu d'huile dans les rouages. J'ai été stupide. J'ai été faible. Une partie de moi espérait encore qu'elle puisse être une sœur. J'ai accepté. Le jour J, l'investisseur n'est jamais venu. J'ai attendu 2 heures au café Bellecour, comme un idiot, vérifiant mon téléphone toutes les 30 secondes. Quand je l'ai appelé, furieux, il m'a répondu sèchement. Jeune homme, je n'apprécie pas qu'on me fasse perdre mon temps. J'ai attendu 1 heure à Vaux-en-Velin. Si c'est comme ça que vous gérez vos affaires. Vaux-en-Velin? C'était à l'autre bout de la métropole. J'ai raccroché. J'ai appelé Clotilde. Sa voix était pleine d'une fausse sollicitude. Oh, mon Dieu, Augustin, je suis tellement désolée. J'ai dû me mélanger dans les adresses. Je suis si tête en l'air. Tu sais, ton monde de technologie est si compliqué. Ne t'en fais pas, ce n'est qu'un investisseur, tu en trouveras d'autres. Et j'ai entendu. J'ai entendu dans sa voix ce qu'elle essayait de cacher, un petit rire. Elle avait menti. Elle avait saboté activement ma chance. Pourquoi? Parce que notre père avait commencé à me respecter. Parce que mon succès réel menaçait son succès perçu. Honnêtement, qu'auriez-vous fait à ma place? L'auriez-vous laissé s'en tirer encore une fois? Dites-le moi dans les commentaires. Que auriez-vous ressenti à ce moment-là? Moi, j'ai ressenti une rage froide. Une rage calculatrice. Et c'est pourquoi, assis à cette table, 3 mois plus tard, entendant cette phrase. Certains essaient trop d'exister. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai appuyé sur le bouton. Revenons à ce dîner. À cet instant précis. Le visage de Clotilde est passé du blanc au gris. Le bourdonnement de son téléphone était la seule chose qu'on entendait dans le silence soudain. Excusez-moi, a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Elle a repoussé sa chaise si vite qu'elle a cogné le mur derrière elle. Elle s'est précipitée vers le bureau de mon père, manquant de trébucher sur le tapis persan. Bastien, son mari, avait l'air confus. Puis agacé. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu fais une scène? Il a jeté sa serviette et l'a suivi, visiblement irrité, laissant ses profiteroles à moitié mangés. Un silence de plomb est tombé sur les convives restants. Ma tante Gisèle, la sœur de ma mère, a regardé ma mère avec un air réprobateur. Mais enfin, Sylviane, qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Ma mère avait l'air perdue. Je ne sais pas. Elle était si bien aujourd'hui. Peut-être une mauvaise nouvelle. Les chuchotements ont commencé. Elle est peut-être enceinte? Non, elle buvait du vin. C'est sûrement un de ses contrats. Tous les regards se sont tournés vers moi. Le seul qui n'avait pas l'air surpris. Mon père m'observait. Son regard d'avocat. Celui qui dissèque un témoin. Celui qui ne rate rien. Il savait que j'avais fait quelque chose. Augustin,
dit-il à voix basse, pour que seule l'autre partie de la table entende, tu sais quelque chose à ce sujet? Mon arrogance a pris le dessus. Je ne peux pas le nier. J'ai savouré cet instant. Après 32 ans dans son ombre, la lumière était enfin sur moi. Et ma famille n'aimait pas ce qu'elle voyait. J'ai pris mon verre de vin. J'en ai bu une gorgée. Le liquide était soudainement plus riche, plus savoureux. J'ai haussé les épaules. Je ne sais pas, papa. Peut-être un follower mécontent. Le monde des influenceurs est si volatile. J'ai utilisé son propre jargon contre elle, avec un petit sourire en coin. Et franchement, je savourais cet instant. J'avais le pouvoir. Pour la première fois de ma vie à cette table, j'avais le pouvoir. C'est là que les cris ont commencé. Ils venaient du bureau. La porte était en chêne massif, mais elle n'a pas pu étouffer la voix de Bastien. Quoi? Activité inauthentique? Mais tu m'avais juré que tout était légal. Tu m'avais dit que c'était juste du marketing de croissance. Puis la voix de Clotilde, hystérique, méconnaissable. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est lui. C'est Augustin. Je suis sûre que c'est lui. Il m'a fait ça. Toute la famille était figée. Ma mère a mis une main devant sa bouche, ses yeux écarquillés d'horreur. Tante Gisèle avait un sourire mauvais. Mon père s'est penché vers moi. Son visage était dur. Il n'était plus suspicieux. Il était furieux. Et il a chuchoté cette phrase, celle du début. Une phrase qui n'était pas une question, mais une accusation. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai senti un frisson me parcourir. Ma petite victoire commençait à avoir un goût étrange. Mais il était trop tard pour reculer. J'ai regardé mon père. Droit dans les yeux. J'ai souri. Je sais ce qu'il a vu. Il n'a pas vu son fils. Il a vu un adversaire. Mon sourire n'était pas chaleureux. C'était le sourire froid et satisfait d'un ingénieur qui voit son programme s'exécuter à la perfection. Et ma réponse a laissé tout le monde sans voix. J'ai juste lancé une analyse, ai-je dit calmement, ma voix portant dans le silence pesant. C'est ce que je fais tous les jours chez Jurisaï. J'aide nos clients à trouver la vérité dans les documents. C'est mon métier. Je suppose que sœur Clotilde avait quelques documents qu'elle ne voulait pas qu'on lise. À cet instant précis, la porte du bureau s'est ouverte à la volée, claquant contre le mur. Clotilde et Bastien ont déboulé. Clotilde était une furie. Méconnaissable. Son chignon parfait était défait, son maquillage coulait, ses yeux étaient rouges de fureur et de larmes. Elle m'a pointé du doigt. Un doigt tremblant. TOI, hurla-t-elle, sa voix brisée. Qu'est-ce que tu as fait à mon compte? Qu'est-ce que tu as fait? Mon compte Instagram? Il est en train d'être gelé. Mes sponsors m'appellent en masse. Ils disent que je suis une fraude. C'est toi. Je suis resté assis. J'ai pris une gorgée de mon verre d'eau. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé un calme glacial. Je n'ai rien fait, Clotilde. C'est Veritas qui a travaillé. Veritas? C'est quoi, ça? Demanda ma mère, tremblante, se levant à moitié. J'ai expliqué calmement. Et j'avoue, mon ton était condescendant. J'ai utilisé des mots très simples, comme si je parlais à une enfant de 5 ans. Une chose que je savais qu'elle détestait par-dessus tout. Veritas est une IA, maman. Une intelligence artificielle. Elle scannait les profils publics sur Internet. Elle analyse les schémas d'interaction, l'origine des comptes, la cohérence du langage, les heures de publication. Elle repère ce qu'on appelle des fermes à clics et des réseaux de bots. Je l'ai regardé. Des faux comptes, maman. Des comptes qui n'existent pas. Des gens payés pour liker et commenter. C'est très simple, en fait. C'est juste des mathématiques. Je me suis tournée vers Clotilde. Son visage était décomposé. Et l'analyse montre, ai-je continué, en savourant chaque mot, chaque syllabe, qu'environ 65% de tes 500 000 followers sont faux. Non, cria-t-elle. C'est du marketing. Tout le monde fait ça.
Si, ai-je insisté, ma voix tranchante. Acheté à bas prix sur des serveurs en Europe de l'Est et en Asie du Sud-Est. Tes likes viennent de comptes qui n'existent pas. Tes commentaires inspirants sont générés par des bots. Ta communauté, ton éveil, est une illusion. Une fraude. Ma mère a eu le souffle coupé. Ce n'est pas possible. Martial, dis-lui que c'est un mensonge. Clotilde, dis-le. Clotilde ne disait plus rien. Elle tremblait de la tête aux pieds. Elle savait que c'était la vérité. Je l'avais eu. Je m'étais vengé de l'investisseur. Je m'étais vengé de 20 ans d'humiliation. J'étais au sommet de ma puissance. J'avais gagné. La reine était nue. Mais je ne savais pas que je venais d'appuyer sur la gâchette d'un pistolet bien plus gros. Car Bastien, son mari, n'en avait rien à faire des sponsors de thé détox. Il me regardait avec une terreur pure. Et ce n'était pas à cause de moi. C'était à cause de la question qu'il allait poser. Ce qui va suivre, ce n'est plus une dispute de famille. C'est bien pire qu'un simple bad buzz sur les réseaux sociaux. Si vous pensez que c'est juste une histoire de jalousie et d'ego, vous vous trompez. Ça va devenir un désastre. Un désastre financier et juridique qui menace de tous nous emporter. Restez avec moi, parce que c'est ici que tout bascule. Bastien, le mari de Clotilde, me regardait comme si j'étais un fantôme. Il était blanc comme un linge. Il a ignoré sa femme qui sanglotait. Il s'est avancé vers moi. Augustin, sa voix était à peine un murmure, si basse que j'ai dû me pencher. Ce rapport. Veritas. Il est public? Tu l'as envoyé à qui? Au régulateur? Toute ma jubilation s'est évaporée en une seconde. Je l'ai regardé, confus. Quoi? Non. C'est une analyse interne. C'est juste un fichier sur mon serveur. Pourquoi? Bastien. La voix qui venait de retentir n'était pas celle de Clotilde. C'était celle de mon père. Martial Hamelin, l'avocat, venait de comprendre. Il s'est levé lentement. Pas comme un père en colère. Comme un procureur qui voit une affaire se former. Bastien, dit-il, sa voix glaciale. Qu'est-ce que tu as fait? Bastien s'est tourné vers son beau-père, paniqué. Il transpirait. Martial, c'était juste du marketing, c'était pour. Qu'est-ce que tu as fait? Et là, Bastien a craqué. Devant toute la famille. On a utilisé les chiffres de Clotilde pour le fonds d'investissement. Le nouveau fonds éthique. Je ne comprenais pas, quoi? On a dit aux investisseurs qu'on avait un accès direct à une communauté de 500 000 consommateurs engagés. On a dit qu'on pouvait promouvoir leur start-up verte grâce à l'influence de Clotilde. On a levé 8 millions d'euros sur cette base. 8 millions. Un silence de mort. 8 millions d'euros. Il n'avait pas seulement menti aux sponsors de shampoing. Il avait menti à des investisseurs professionnels. Il avait basé la valeur de son fonds d'investissement sur du vent. Sur des bots russes. Mon père, Martial, est devenu livide. Il ne regardait plus Bastien. Il me regardait. Moi. Ses yeux étaient pleins d'une fureur que je n'avais jamais vue. Augustin, sa voix tremblait de rage. Où est ce rapport? Donne-le-moi. Maintenant. Bastien, on pleure, s'est tourné vers mon père. C'était pathétique. Martial, vous étiez au courant. Enfin, pas de la fraude, mais, vous avez vu le prospectus. Vous avez lu les annexes. Vous avez dit que le dossier était solide. Et là, j'ai compris. Le deuxième coup. Le coup de grâce. Mon père était impliqué. Il n'avait pas fait l'analyse lui-même. Il avait fait confiance à son gendre. Il avait fait confiance à l'image. Il avait apposé sa réputation, son nom d'avocat respecté, sur un prospectus basé sur des données frauduleuses. Mon père s'est rassis. Lourdement. Comme si ses jambes venaient de lâcher. Bastien, murmura-t-il, tu réalises ce que tu as fait? Tu m'as entraîné là-dedans. Il a passé sa main sur son visage.
Ce n'est pas du marketing. C'est de la fraude boursière. C'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers. C'est la prison. La pièce a commencé à tourner. Ce n'était plus ma petite vengeance d'enfant gâté. J'avais fait sauter une bombe nucléaire. Ce n'était plus mon drame, ni celui de Clotilde. C'était devenu le drame de mon père. L'homme que j'avais, au fond, toujours voulu impressionner. Le dîner était terminé. Définitivement. Ce fut le chaos. Ma mère s'est mise à pleurer. Pas des larmes silencieuses. Des sanglots bruyants, incontrôlables, des hoquets qui déchiraient le silence. Ma tante Gisèle, la sœur de ma mère, s'est levée, le visage plein d'un venin qu'elle retenait depuis des années. Elle a pointé du doigt sa propre sœur. C'est de ta faute, Sylviane. C'est toi. Tu l'as toujours pourri gâté. Tu lui as toujours fait croire que tout lui était dû grâce à son joli visage. Voilà le résultat. Tu as élevé une fraudeuse. Tais-toi, Gisèle. Tu es juste jalouse. Tu as toujours été jalouse de ma fille, a hurlé ma mère, le visage ravagé. Clotilde, elle, s'est relevée. Elle ne pleurait plus. Son visage était tordu par une haine pure. Elle s'est avancée vers moi. Tout est de ta faute, m'a-t-elle craché au visage. J'ai senti son souffle chaud. Toi et tes stupides ordinateurs. Tu as toujours été jaloux de moi. Tu ne supportais pas de me voir réussir. Tu es un raté pathétique. Tu n'as jamais eu d'amis, tu n'auras jamais personne, tu n'as que tes machines. Elle avait raison. Sur un point. J'étais jaloux. Mais je n'avais jamais imaginé ça. Je n'avais jamais voulu ça. Je regardais mon père. Il ne bougeait pas. Il était assis, les coudes sur la table, et il se frottait les tempes, les yeux fermés. Je reconnaissais ce visage. C'était son visage d'avocat en train de calculer tous les scénarios possibles. Les pires scénarios. Mon analyse, Veritas. Je n'avais pas seulement voulu faire honte à Clotilde. J'avais, sans le savoir, pointé une arme chargée sur la tempe de mon propre père. Sa réputation, sa carrière, sa liberté, tout était en jeu. Bastien a attrapé le bras de Clotilde. Viens, on s'en va. Il faut appeler l'avocat. Non. Je ne pars pas. C'est chez moi ici. C'est lui qui doit partir. J'ai dit on s'en va. Il l'a traîné dehors, presque violemment. On les entendait sur les dessus dans l'allée. C'est de ta faute. Non, c'est de la tienne. Le bruit d'un moteur qui démarre en trombe. Le crissement des pneus sur le gravier. Les autres invités, ma tante, mon oncle, sont partis en silence, sans un mot, sans même dire au revoir. Comme des rats quittant un navire en train de couler. Mon père s'est levé, comme un automate, et s'est enfermé dans son bureau. La porte s'est fermée. Un clic. Je l'ai entendu au téléphone, sa voix grave, méconnaissable. Bonsoir, maître. Oui, à cette heure-ci. C'est Martial Hamelin. J'ai une urgence. Une urgence, grave. Il appelait son propre avocat. Je suis restée seule dans la salle à manger. Au milieu des assiettes sales, des verres à moitié pleins, du gigot qui refroidissait. L'odeur de la tarte aux pralines me donnait la nausée. Je me suis assis dans le salon, dans le noir. La vue sur Lyon scintillait, indifférente. Et j'ai compris. J'ai compris que je n'étais pas différent de Clotilde. Elle utilisait son charme, sa beauté, sa popularité, tout était faux. Une illusion pour obtenir l'amour de maman, l'admiration des autres. Et moi? J'utilisais mon intelligence. Ma froide logique. Ma supériorité technique. C'était mon arme. Une arme pour détruire, pour prouver que j'avais raison. Elle et moi, nous étions les deux faces d'une même pièce. Tous les deux, désespérément, nous essayions trop d'exister. J'avais peut-être réussi à détruire ma famille en essayant de prouver ma propre valeur. Mais je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas que le plus grand retournement de situation, le twist final de cette histoire, n'était pas encore arrivé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici,
laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le lendemain matin, la maison était glaciale. Un silence de mort. Mon père est sorti de son bureau à 7 heures du matin, les yeux rouges, en costume-cravate. Il avait la même cravate que la veille. Il n'avait pas dormi. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Bastien risque une enquête de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, a-t-il dit d'une voix neutre, mécanique, en préparant son café. La seule solution est une divulgation volontaire. Immédiate. Avant qu'ils ne le découvrent par eux-mêmes. Ma mère était assise à la table, en robe de chambre, le regard vide. Elle n'avait pas pleuré. Je crois que c'était pire. Et Clotilde, a-t-elle demandé d'une petite voix. Clotilde ne répond plus au téléphone, ai-je dit. J'avais vérifié. Son compte Instagram était suspendu. Les premiers articles commençaient à sortir dans les tabloïds en ligne. La papesse du bien-être, une arnaque? La culpabilité. Elle m'a submergée. Toute l'arrogance, toute la jubilation de la veille avait disparu. Il n'y avait plus que ce poids sur ma poitrine. Ce goût de cendre dans ma bouche. J'avais déclenché ça. J'avais voulu une petite victoire, j'avais provoqué une guerre. Et j'avais blessé la seule personne dont j'avais toujours cherché l'approbation, mon père. Je devais le réparer. J'ai pris mes clés de voiture. Où vas-tu? M'a demandé mon père, sans me regarder. Je suis le seul à comprendre ces données. Je suis le seul à pouvoir trouver une solution. Je vais les voir. Son regard s'est posé sur moi. Il n'y avait pas de colère. Juste une immense fatigue. Fais ce que tu as à faire, Augustin. J'ai conduit jusqu'à leur appartement luxueux dans le centre de Lyon, près de la place Bellecour. Il m'a fallu 10 minutes pour que Clotilde ouvre la porte. J'ai dû sonner 15 fois. Elle était dévastée. Un fantôme. Sans maquillage, les cheveux sales, en jogging. L'image de l'éveil de Clotilde était morte. Quand elle m'a vu, son visage s'est tordu de haine. Va-t'en. Elle a essayé de me fermer la porte au nez. J'ai mis mon pied pour la bloquer. Non. Écoute-moi. Tu viens te moquer? Tu viens savourer ta victoire? Applaudir devant ma ruine? Je viens aider, ai-je dit, en poussant la porte. Bastien était assis sur le canapé, la tête entre les mains, l'air tout aussi abattu. Aider, ricana-t-il, sa voix pâteuse. C'est un peu tard, non? C'est toi qui as appuyé sur le bouton, génie. Je ne peux pas annuler l'analyse, ai-je dit en entrant de force. L'appartement était en désordre. Des verres traînaient. C'est fait. Mais je peux vous aider à la comprendre. Je peux isoler les vrais chiffres. Vous avez besoin de la vérité exacte à présenter aux investisseurs. C'est la seule façon de minimiser les dégâts. C'est la seule façon de sauver papa. J'avais dit le mot magique. Papa. C'est là que Clotilde a explosé. Pourquoi? Pourquoi tu nous aiderais, hein? Pourquoi? Après m'avoir publiquement détruite devant toute la famille? Après m'avoir humiliée? Je l'ai regardée. Et c'est là que j'ai révélé la vérité. Le dernier twist. Celui qui a tout changé. Publiquement? Elle m'a regardée, confuse. Quoi? Publiquement, Clotilde? De quoi tu parles? Le dîner, tout le monde, les notifications. J'ai secoué la tête. Non. Tu ne comprends pas. Le rapport Veritas. Il était crypté. Il n'a été envoyé qu'à une seule personne. À qui? A demandé Bastien, soudain attentif. À elle. J'ai pointé Clotilde. Je l'ai envoyé uniquement à ton adresse email professionnelle. L'email que tu listes sur ton compte. Avec un objet très discret, alerte de cohérence des données. Elle me regardait, les yeux écarquillés, ne comprenant pas, personne d'autre ne l'a vu, ai-je continué, ma voix plus douce. Pas les sponsors. Pas les tabloïds. Pas la famille.
Je t'ai donné une sortie de secours privée. Je pensais que tu verrais l'alerte, que tu comprendrais, que tu aurais peur, et qu'on pourrait en parler plus tard, en privé. C'est toi, Clotilde. C'est toi qui as paniqué. C'est toi qui as commencé à hurler que tes sponsors t'appelaient. C'est toi qui as tout crié et tout avoué devant la famille. Elle m'a regardé. Le silence dans l'appartement était total. Elle venait de comprendre. Ce n'était pas moi qui l'avais détruite publiquement. Elle l'avait fait toute seule. La révélation l'a frappée comme un coup de poing. Elle s'est assise sur le tapis, lourdement. Elle a caché son visage dans ses mains et elle s'est mise à pleurer. Mais ce n'était plus des larmes de rage. C'étaient des larmes de honte. De pure honte. Toute sa colère avait disparu, remplacée par une prise de conscience horrifiante. Son propre manque d'assurance, sa propre panique à l'idée d'être découverte, sa propre construction d'une vie parfaite, tout cela avait causé l'explosion publique. J'avais allumé la mèche. Mais c'est elle qui avait fait sauter la bombe. Bastien s'est passé les mains sur le visage. Mon Dieu! Mon Dieu! Je l'ai poussé à acheter les premiers, juste pour gonfler les chiffres pour le premier tour de table. Assez, ai-je dit, reprenant mon ton professionnel. Il n'y avait plus de place pour l'arrogance. Juste pour le travail. On n'a pas le temps pour ça. Bastien, appelez mon père. Dites-lui que je suis avec vous et qu'on travaille sur une solution. Clotilde, fais-moi du café. Beaucoup. On a 3 jours pour démêler cette fraude avant que l'AMF ne frappe à la porte. Et nous avons travaillé. Pendant 3 jours et 3 nuits, le trio improbable. L'ingénieur, l'influenceuse déchue, et le financier paniqué. J'ai relancé Veritas. Mais cette fois, j'ai utilisé des filtres plus fins. Je ne cherchais pas la fraude, je cherchais la vérité. Quelle était la part réelle de son influence? Et la vérité était fascinante. Une fois les 420 000 faux comptes supprimés, les bots, les fermes à clics, il restait quelque chose. Il restait environ 80 000 personnes. Mais ces 80 000, ils étaient réels. Très réels. J'ai analysé leurs commentaires, leurs interactions. Le taux d'engagement de ce noyau dur était incroyablement élevé. C'étaient de vrais fans, de vrais croyants. Une communauté authentique, mais plus petite, que Clotilde avait construite au tout début, avant que la cupidité et la pression de Bastien ne l'incitent à acheter des chiffres pour impressionner les investisseurs. 80 000, a-t-elle murmuré en regardant l'écran, sa voix rauque. Ce n'est rien. C'est pathétique. C'est faux, ai-je dit, en la regardant. C'est énorme. C'est une base que la plupart des marques tueraient pour avoir. C'est 80 000 vraies personnes. C'est ça que vous auriez dû vendre. Armés de ces nouvelles données, de cette vérité, Bastien et mon père, Martial, ont préparé une déclaration de divulgation complète aux investisseurs. Ils ont admis l'erreur d'évaluation des actifs marketing. Ils ont fourni les nouveaux chiffres, les vrais. Ils ont dû faire face à d'énormes amendes. Ils ont dû rembourser certains investisseurs qui se sentaient floués. Bastien a été forcé de démissionner de son propre fonds d'investissement. C'était une chute brutale. Mais ils ont évité les poursuites pénales. La transparence, même tardive, les a sauvés. La réputation de mon père était écornée, mais pas détruite. Il avait montré qu'il était prêt à nettoyer ses propres erreurs. Et puis, il y avait Clotilde. Elle avait perdu tous ses sponsors bidons. Son compte était décimé. J'ai cru qu'elle allait abandonner. Changer de nom. Disparaître. Mais elle a fait la chose la plus courageuse que je l'ai jamais vue faire. 2 jours plus tard, elle a rallumé son téléphone. Elle s'est assise devant. Sans maquillage. Sans éclairage de studio. Ses yeux encore bouffis. Et elle a enregistré une vidéo. Bonjour à tous. Du moins, à ceux qui sont encore là. J'ai quelque chose à vous dire. Je vous ai menti. Elle a tout raconté. L'achat de followers. La pression. L'insécurité. La honte. L'implication de son mari. La fraude. Je me suis perdue en essayant d'exister en ligne,
a-t-elle dit, les larmes coulant sur ses joues. L'éveil de Clotilde était devenu un mensonge. Un mensonge qui a failli détruire ma famille. Elle a fait une pause, a respiré profondément. Aujourd'hui, il reste 80 000 d'entre vous. Si vous êtes encore là, je voudrais recommencer. De zéro. Sans mensonge. Voici, le véritable éveil. Elle a posté la vidéo. Le lendemain matin, la vidéo avait 1 million de vues. Mais cette fois, c'était de vraies vues. 6 mois plus tard. C'était Noël. Nous étions de retour à la maison des Monts d'Or. L'atmosphère avait changé. L'air était plus léger. La maison semblait moins performante. La vidéo de Clotilde était devenue virale, mais d'une manière inattendue. Elle n'a pas été annulée. Elle a été respectée. Dans un monde de fausse perfection, son honnêteté brutale avait été un choc. Elle a lancé un débat national sur l'authenticité numérique. Elle a perdu tous ses sponsors bien-être superficiels, mais elle a signé de nouveaux contrats avec des organisations promouvant l'éthique numérique et la santé mentale. Ses 80 000 vrais followers sont devenus 200 000. Des gens attirés non pas par son image, mais par sa franchise. Sa nouvelle plateforme avait plus de valeur que l'ancienne. Bastien travaillait maintenant avec elle, gérant la logistique d'une entreprise plus petite, mais enfin honnête. Ils avaient vendu l'appartement de Bellecour pour payer les amendes. Ils vivaient plus modestement. Et ils semblaient plus heureux. Et moi? Mon père avait insisté pour que Juris AI facture ses services de conseil à la société de Bastien. Au prix fort. Le travail se paie, Augustin. Surtout le bon travail. Nous avons utilisé cette étude de cas, de manière anonyme, bien sûr, pour développer un nouveau module pour Veritas, validation des actifs numériques. Un outil pour les investisseurs pour vérifier que l'influence d'une marque est réelle. Il y a 3 mois, nous avons levé 15 millions d'euros. Auprès d'investisseurs qui avaient vu l'analyse de ce module. Mon père était présent lors de la signature. Il n'a rien dit. Il m'a juste serré l'épaule. Cela valait tous les discours. Ce soir de Noël, je me trouvais sur le balcon avec Clotilde. Nous regardions les lumières de Lyon en contrebas. Il faisait froid. C'est drôle, dit-elle en soufflant sur ses mains froides. J'ai passé ma vie à essayer d'être une lumière pour les autres, et j'étais complètement fausse. Toi, tu travaillais dans l'ombre, avec tes lignes de code, et tu étais le seul à dire la vérité. Tu dis la vérité maintenant, ai-je répondu. Et ta lumière est plus forte. Elle a souri, un vrai sourire. Ses yeux se sont plissés. Merci, Augustin. Vraiment. Tu m'as sauvé. Non, ai-je dit. Tu t'es sauvé toi-même, Clotilde. Je t'ai juste donné les données. La porte-fenêtre s'est ouverte. C'était mon père. Il est venu se tenir entre nous deux, mettant un bras autour de ses épaules, et un bras autour des miennes. Je suis fier de vous deux, dit-il, sa voix s'étranglant un peu. Il regarda Clotilde. Augustin, pour ton intelligence, et pour ta compassion. Puis il m'a regardé. Et Clotilde, pour ton courage. Il nous a serrés contre lui. Et pour la première fois de ma vie, dans cette maison, sur ce balcon, avec ces 2 personnes, je n'avais plus l'impression d'essayer d'exister. J'existais. Nous existions. Avez-vous déjà vécu un moment où le fait de vous affirmer, ou de dire une vérité difficile, a complètement changé une relation? Peut-être avec un frère, une sœur, un parent? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, je suis curieux de vous lire. Si cette histoire, ce drame familial, a résonné en vous, si vous avez ressenti cette tension, merci de cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est très important pour la chaîne, cela m'aide énormément. Et bien sûr, abonnez-vous pour plus d'histoires sur les dynamiques familiales, les finances personnelles et la complexité des relations humaines. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vit peut-être une rivalité fraternelle, ou qui a simplement l'impression de ne pas être vu à sa juste valeur. Merci de m'avoir écouté. Et souvenez-vous. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire n'est pas ce que vous êtes capable de faire, mais ce que vous choisissez de ne pas faire. Votre retenue peut être une arme.
Mais parfois, exposer la vérité, même si elle est douloureuse, même si elle fait tout exploser, est le seul chemin possible vers la guérison.